Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre troisième édition de la saison de Sur la glace, 18 octobre 2021. Une édition qui marque le début de saison dans la Ligue américaine, le Rocket de Laval qui a disputé ses deux premiers matchs en fin de semaine. Donc, on va évidemment revenir là-dessus. On va également vous présenter une entrevue avec l'entraîneur adjoint du Rocket, Martin Laperrière, à la suite des deux matchs contre les Sénateurs de Belleville. La Ligue de hockey junior major du Québec a disputé, elle, sa troisième semaine d'activité, son troisième week-end. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a un espoir du Canadien qui s'appelle Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, qui est présentement au premier rang des pointeurs de la Ligue junior major du Québec. Il a 15 points depuis le début de la saison en 7 matchs. On va lui parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et c'est également cette semaine que se met en marche le calendrier régulier de la ECHL et donc de la nouvelle formation, les Lions de Trois-Rivières. On va faire un brin de jasette avec Éric Bélanger là, à quelques jours du début de la saison dans la ECHL, ce calibre qui nous est inconnu au Québec. Il n'y a jamais eu d'équipe de cette ligue en sol québécois. Ça va commencer jeudi au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières et on a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui que le premier match serait d'ailleurs à guichet fermé. Donc, c'est une excellente nouvelle pour Mike Whiteman, le président d'équipe, Marc-André Bergeron, le directeur général et toute la formation des Lions de Trois-Rivières. Donc, on vous présente une entrevue avec Éric Bélanger un petit peu plus tard. Donc, revenons d'abord sur le week-end du Rocket. Il faut que je vous dise, vendredi soir, on était là, toute l'équipe d'RDS, là, avec Bruno Gervais, François-Étienne Corbin, Patrick Friolet, Jasmin Leroux, tout le monde, on était là. Et on était fébrile de voir des spectateurs, fébrile d'avoir une ambiance dans la Place Belle. Il n'y avait pas eu de match à la Place Belle depuis 580 quelques jours, depuis le 11 mars 2020, date à laquelle on avait fait un match à Laval contre Belleville. Le Rocket l'avait emporté 3-0. Et le Rocket est en pleine poussée là, pour participer aux séries éliminatoires. On parle évidemment de la saison 2019-2020. Et tout s'est arrêté le lendemain, le 12 mars, on le sait, on a cancellé le match du Canadien. À ce moment-là, on pensait que c'était peut-être pour une semaine ou deux. Finalement, on n'est jamais revenu. L'an dernier, tous les matchs du Rocket à la maison ont été joués au Centre Bell devant des estrades vides. Alors, pour nous, vendredi, c'était vraiment le retour. Et je dis pour nous, puis je ne veux pas paraître égoïste, mais pour les partisans à Laval également, de pouvoir revenir dans l'amphithéâtre, d'avoir cette ambiance pendant la cérémonie d'ouverture, d'avoir le droit de faire du bruit, comme on dit. Écoute, on a même eu une vague. On a eu un bon match en plus du Rocket qui l'a emporté 6-2, 8609 spectateurs. Donc, c'était pas à pleine capacité. Mais quand le deuxième niveau est ouvert à la Place Belle et qu'il y a des partisans au deuxième niveau, là, ça crée, je pense, une belle ambiance. Puis c'est ce qu'on a vécu vendredi dans ce match-là. Alors, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun de voir un but se marquer, d'avoir une foule qui crie plutôt que des bruits en canne, là, passez-moi l'expression. Alors, on était vraiment excités et ça a été un bon début de saison. Le Rocket qui a subi une défaite le lendemain contre Belleville, à Belleville cette fois-là, un revers de 5-2. Donc, deux matchs, un gain de 6-2, une défaite de 5-2. Que retenir du match de vendredi? Ben, tout le monde a contribué. Il y a eu des buts de chacun des trios, que ce soit la ligne qu'on dit numéro 1 là, avec Ilonen, Payling et Hervé Pinard, que ce soit la ligne des Québécois dans le milieu là, avec Bourque, Di, Roy, le trio plus défensif avec Veidemo, le trio d'énergie là, avec Baddock et Baudin. Tout le monde a contribué. La défensive également. Toby Paquette-Bisson a joué un bon match en défensive. Il a été choisi la deuxième étoile du match. Caden Primo a eu un bon match. Alors, tout était au rendez-vous vendredi là, pour qu'on ait une belle soirée. Samedi, ça a un peu moins bien été. En deuxième période, le Rocket a concédé 4 buts. Ça s'est finalement terminé 5-2. Et au-delà de ça, ben, il y a eu Ryan Paling qui a été victime d'un coup à la tête et qui n'a pas terminé le match. On n'a pas encore vraiment de nouvelles fraîches au moment où on enregistre l'émission sur ce dossier. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer le prochain match mercredi à Laval contre le Moose du Manitoba? On verra bien. Chose certaine, il n'a pas terminé la rencontre. Même chose pour le gardien Michael McNevin qui disputait le deuxième match de la série aller-retour. Il a été victime à un certain moment de crampes et a dû quitter le match lui aussi. C'est Caden Primo qui est venu en relève. Bref, on en saura plus au cours des prochaines heures, mais chose certaine pour le Rocket, je pense que ça a été
que du positif qu'on peut retenir de ce week-end d'activité. Nous, à RDS, on a présenté Hockey 360 devant l'amphithéâtre, puis on sentait que les gens étaient heureux. Là. Oui, il y a le masque, oui, il y a encore certaines règles, le passeport vaccinal et tout ça, mais si on se transporte il y a un an, il n'y en avait pas de hockey. Là. Il n'y en avait pas de hockey au mois d'octobre l'an passé. Là. On a dû attendre à février pour le début de la saison. Alors, quelque chose qui me dit là, qu'on s'en va dans la bonne direction. Le Rocket, vous le savez, a effectué beaucoup de changements durant l'entre-saison. Joël Bouchard a quitté pour San Diego. Daniel Jacob, son adjoint, l'a suivi. Alexandre Burrows avait fait le saut avec le Canadien l'an dernier lorsque le congédiement de Claude Julien est arrivé, la nomination de Dominique Ducharme. Donc, on a complètement un nouveau personnel d'entraîneur cette année. Jean-François Houle, l'entraîneur-chef, ses adjoints, Kelly Bachberger et Martin Laperrière. Ils ont une feuille de route en termes de matchs dirigés tout à fait exceptionnelle. Là. Dans le cas de Jean-François Houle, c'est au-delà de 1000 matchs. Dans le cas de Martin Laperrière, c'est au-delà de 1000 matchs aussi dans la Ligue junior majeure du Québec. Dans le cas de Kelly Bachberger, je pense qu'on parle de 930 quelques matchs, mais il en a joué en plus 1100 lui-même, carrière dans la Ligue nationale très longue. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de vécu, beaucoup, beaucoup d'expérience. Dans le cas de Martin Laperrière, je me suis attardé sur lui un peu cette semaine parce que je vais vous présenter cette entrevue que j'ai réalisée hier après-midi avec Martin. Il quitte, je vais dire ça comme ça, il quitte ses pantoufles, il quitte son confort des Remparts de Québec, où il était adjoint depuis plusieurs années aux côtés de Patrick Roy notamment et de Philippe Boucher aussi pendant quelques années. Et il a décidé de faire le saut chez les professionnels lorsque la possibilité de travailler avec le Rocket de Laval, l'organisation du Canadien, Jean-François Houle, s'est pointée. C'est un gars qui a beaucoup de millage, qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu comme entraîneur adjoint, qui connaît le tabac, comme on dit, et qui connaît quand même beaucoup de joueurs du Rocket pour les avoir affrontés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ces dernières années. Alors, je vous propose cet entretien là, pour faire un peu le bilan des 2 matchs du Rocket contre Belleville et surtout pour apprendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, à connaître un peu mieux le fils de Jacques Laperrière, l'ancien entraîneur adjoint du Canadien, Martin Laperrière. Tel que promis en début d'émission, on s'entretient avec le nouvel entraîneur adjoint du Rocket de Laval, Martin Laperrière. Martin, merci d'être là. Premièrement, si on revenait sur le week-end du Rocket, il y a eu quand même un bon match d'ouverture avec beaucoup de fébrilité. Je pense que c'est 8000 spectateurs, on attendait, puis tout ça. Ça a été un peu moins bien à Belleville. Quand tu me fais le résumé du week-end, ça a l'air de quoi? Écoute, comme premier match, ça fait du bien, premièrement, de voir les partisans de retour dans les amphithéâtres. Je pense que la foule était survoltée. Les joueurs étaient excités. Alors, comme premier match, on a offert, je pense, un bon spectacle. Les joueurs étaient prêts. Il y avait faim, il y avait hâte. Et puis, dans l'ensemble, je pense qu'on a bien joué là, les 3 périodes, même si ça a été un peu plus long, voir un lancer au début du match. Là, ça s'est bien déroulé. Après ça, notre match à Belleville hier, écoute, en première période, on a eu des bonnes chances. On a mal lancé à l'entour du but. Puis on n'a pas su profiter de ces chances-là. Après ça, eux, ils ont ouvert la marque en deuxième période. Fait que ils ont bien fermé le jeu après. C'était difficile d'essayer de générer de l'attaque ensuite de ça. Mais de sortir de là quand même en fin de semaine 500, là, je te dirais que c'est satisfaisant. On a vu des images. Là, Ryan Poehling n'a pas terminé le match. Michael McNiven non plus. Est-ce qu'on a des nouvelles un peu de leur situation? Non, pas encore. On n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas parlé avec Glenn. Je pense qu'il y avait des rencontres avec les médecins, mais ça ne semble pas être sérieux encore. Fait que dans les prochaines heures, prochains jours, on devra en savoir plus. Martin, on en a parlé un petit peu, toi et moi, dans les estrades la semaine passée à Belleville, de la transition. Mais j'aimerais ça que tu partages un peu avec les gens là, passer de la Ligue junior majeure du Québec à la Ligue américaine, c'est quand même un step important pour un joueur. C'est un step important, je pense, pour un entraîneur aussi. Oui, effectivement, c'était pas une décision qui était facile quand c'est arrivé. Puis souvent, ça arrive sur le tard ou à la dernière minute. Alors, j'étais bien à Québec. On se dirigeait probablement vers une très bonne saison avec un club qui avait tourné le coin puis qui était bien nanti là, pour faire peut-être une saison très intéressante. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, le départ de Joël, l'arrivée de Jean-François, et puis j'ai eu des contacts avec lui, là, un pour le féliciter, puis on s'est mis à parler de hockey, jaser, se rattraper à travers les dernières années. Et puis, il m'a offert peut-être de venir avec lui à
Laval. Alors, je pense que le temps était venu. Là. Je suis content du travail que j'ai effectué à Québec et puis dans le junior. Et puis, le défi m'intéressait. Alors, je suis content de l'opportunité que j'ai aujourd'hui. T'as toujours été quelqu'un qui a été apprécié, je pense, à Québec. Je me souviens quand tu avais dû remplacer Patrick pendant les fameuses séries éliminatoires en 2008, un moment qu'on n'oubliera jamais. Tu sais, dans les présentations à chaque année, je pense on saluait toujours ta venue puis tout ça. Est-ce que c'est difficile pour toi de casser ce lien-là? Absolument. Écoute, ça fait des pincements. Quand ils ont commencé leur saison, j'ai appelé Patrick, j'ai communiqué avec le staff, là, souhaité bonne chance. Et puis, je t'avouerai, je garde un œil quand même un petit peu à distance là, sur leur succès récent. Et puis, oui, je crois qu'on avait une bonne relation avec les partisans. J'ai pu, à travers les années, dans mon rôle, être près d'eux. Puis, on aimait beaucoup à Québec être présent dans la communauté. Avec les joueurs, on avait toujours des activités. Et puis, je pense que les partisans ont toujours été présents dans nos succès. Et puis, ça fait, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose là, de laisser ça derrière. Mais écoute, j'espère un jour aller les voir jouer puis pouvoir échanger avec les gens encore. Martin, corrige-moi si je me trompe. Quand Patrick a accepté le poste au Colorado, tu aurais pu, je pense, faire partie de l'aventure aussi. Le hockey professionnel aurait pu être là pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné ce fois-là? Puis que là, cette fois-ci, tu te sens peut-être 8 ans plus tard plus prêt à faire le saut? Hein? Ben, écoute, il y avait une question de timing à ce moment-là. Ça aussi, c'est arrivé vite. Si tu te souviens, Mm-hmm. Patrick avait il avait accepté le poste et puis c'est arrivé vite. À ce moment-là, on se dirigeait probablement pour être l'équipe hôtesse de la Coupe Mémorial en 2015. J'étais bien à Québec à ce moment-là. Et puis, peut-être que dans le défi, c'est un défi qui était intéressant, c'est certain. Le rôle au début m'intéressait un petit peu moins parce que ça aurait Le été rôle vidéo, là, ouais. être entraîneur vidéo. Et puis, c'est pas pour dénigrer la position est importante, mais je sais pas, mon cheminement, je le voyais plutôt comme entraîneur derrière le banc. Est-ce que ça aurait changé une fois rendu le bon? On ne sait pas, on ne saura jamais. C'est sûr que l'aventure de dire non à ce défi professionnel-là, à ce moment-là, ça n'a pas été facile, sauf que, en rétrospect, quand même, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué mon chemin de mon côté. Et puis, aujourd'hui, écoute, le rôle était différent qu'on m'a offert pour rejoindre le Rocket, aussi dans un endroit où j'ai grandi. Je suis un gars de Laval. Mm-hmm. Alors, de revenir un petit peu à la maison, là, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Là. J'ai fait le décompte, Martin. On en avait déjà parlé il y a plusieurs années. Tu as fait 988 matchs comme entraîneur adjoint. En tout cas, je n'ai peut-être oublié un ou deux ici et là, mais ajouté à ça plus de 100 matchs comme entraîneur-chef. Alors, tu as 1000 matchs d'expérience. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont passé 1000 games en arrière d'un banc junior majeur. Tu sais, vous êtes 5-6 en comptant les deux postes. Là. Tu sais, est-ce que tu es vraiment un entraîneur adjoint de carrière ou tu rêves encore de diriger tes équipes? Parce que tu l'as fait il y a quelques années en retournant dans le Midget 3A. Est-ce que tu te vois un peu comme ton père l'a été longtemps aussi, entraîneur adjoint de carrière? Ben, je ne veux pas mettre un sticker définitif dessus. C'est un rôle que j'aime bien, je t'avouerai, parce que plus ça va, plus les adjoints sont importants, puis non seulement les rôles, mais toutes les tâches qu'on a à faire. Alors, on participe beaucoup à tout ce qui est développement et puis tout ce qui est stratégique. Alors, de ce côté-là, on continue à apprendre. Fait que moi, comme entraîneur, c'est de continuer d'apprendre, puis de devenir meilleur à chaque fois. Alors, il faut rester curieux, il faut rester passionné. Avec Patrick, je n'ai jamais été traité nécessairement comme un adjoint. Il m'a donné toujours beaucoup de responsabilités. Même chose ici avec Jean-François. Kelly et moi, on a beaucoup de responsabilités. Puis, on se partage. C'est pas comme dans le football où tu vas être attitré juste à la défensive ou juste attitré à la ligne. Alors, on participe très, très bien de ce côté-là. Est-ce que le défi d'être en chef éventuellement va m'intéresser? Absolument. Je pense que ça fait partie du plan, mais je ne veux pas sauter d'étape. Maintenant, c'est dans une nouvelle ligue, un nouveau rôle, et puis je veux m'y donner à fond. Est-ce que les joueurs
qui sont habitués peut-être de côtoyer des anciens gars qui ont joué dans la Ligue nationale te voient différemment? Est-ce qu'ils ont posé des questions? C'est quoi ton cheminement? Est-ce qu'on t'a demandé un peu? Tu sais, Kelly Buckberger, il arrive avec 1100 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Toi puis Jean-François, vous n'avez pas joué dans la Ligue nationale. Jean-François a joué un peu de hockey professionnel, tout ça. Est-ce que tu me vois venir? Est-ce qu'on te challenge un petit peu plus parce que justement, tu n'as pas joué dans la Ligue nationale? Pas du tout. Hein? Je te dirais que ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est sûr que là, on analyse encore les joueurs qu'on a sous la main. Marco Marciano, l'entraîneur du gardien de but ici, nous a dit notre club va changer, il va évoluer constamment avec les rappels, les gars qui vont être retournés. Alors, c'est rare qu'on va jouer toujours avec le même club. Fait que ça va être une nouvelle habitude pour moi d'essayer de comprendre et puis de s'habituer. Mais ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un petit peu ce que le Canadien fait. On veut préparer nos joueurs qu'advenant un rappel, ils ne seront pas dépaysés, advenant qu'ils vont aider le Canadien à court terme ou à long terme. Alors, on va copier un petit peu ce qu'ils essaient de faire et puis on va mettre notre petite touche dessus là, au niveau du développement. Mais ce que j'aime aussi, c'est dans ce défi-là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs québécois qu'on a croisés à travers les années dans la Ligue junior majeure du Québec. On a une belle représentation. Et puis, de voir des Hervé Pinard, des Gabriel Bourque, c'est finalement qu'ils vont jouer avec nous et non contre nous parce qu'ils connaissaient beaucoup de succès dans le passé. C'est un défi qui est intéressant. Alors non, ça n'a pas été... je pense qu'on a un bon bagage d'expérience. On a une vingtaine d'années chacun en arrière. La cravate, puis Kelly apporte beaucoup d'expérience aussi parce qu'il a coaché dans la Ligue nationale. Marco, ça fait quand même 10 ans qu'il est ici aussi. Alors, je pense qu'on est assez équipé là, pour aider nos joueurs à bien se développer. Je confirme qu'il a passé 129 joueurs différents pour le Rocket dans les 4 premières saisons. Fait que tu vois un peu ce que le portrait peut t'attendre. Qu'est-ce que Patrick t'a dit quand tu y es arrivé avec cette nouvelle-là? Est-ce qu'il l'a vu venir? Comment ça s'est passé quand tu as dû dire à Pat, écoute, je m'en vais professionnel? Puis, Oui, c'est ça. Mais avec le contact, quand j'avais félicité Jean-François, il dit c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Fait que j'ai dit ben absolument, mais il faut faire suivre les démarches. Alors, il a contacté Patrick. Patrick m'a appelé. On a discuté à ce moment-là. Puis, il a dit regarde, prends l'entrevue, ça pourrait être un défi intéressant. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, c'était l'heure de peut-être une fois qu'on m'a offert le poste. De prendre la décision. J'ai mûri, évidemment, tous les positifs, les négatifs. Il n'y avait pas beaucoup de négatifs, là. Mais c'était surtout de fermer la porte ou le chapitre des remparts qui était dur. Alors, à ce moment-là, Patrick a eu des bons conseils. Il dit, si c'est un défi, vive les professionnels, si c'est un défi qui t'intéresse, le timing était bon. Alors, Patrick m'a rassuré que la porte à Québec était toujours grande ouverte. On a tellement de bonnes relations. Et puis, j'ai été bien traité par lui, par les remparts à travers les années. Alors, je fonce dans le défi qui était devant moi. Et puis, j'ai eu son support là, depuis le début. Fait que je l'ai apprécié grandement. c'est quand même la famille du Canadien de Montréal. On a toujours un petit peu de misère à tourner ça. Là. C'est ça, mais c'était Hein? aussi quand j'ai échangé avec mon père, à ce moment-là, il dit écoute, là, tu tombes dans une bonne famille. Là. Lui aussi a été très bien traité pendant plusieurs années ici. Et puis, je ne peux pas demander mieux. Juste le fait qu'on ait été au camp de recrues, dans les installations à Brossard, Dominique Ducharme et son staff nous ont laissé rentrer dans les meetings. Ils ont été présents, ils ont répondu à plein de questions qu'on avait. Alors, cette ouverture-là a été superbe. Et puis, on a vu on comprend, c'est une des choses que je pense qui a été vendeur pour Jean-François et moi, c'est qu'on comprend aussi avec nos parents qui ont joué pour le Canadien, cette fierté, cette appartenance-là, l'importance que ça a. C'est ce qu'on veut redonner aussi aux joueurs ici quand on va travailler avec eux. OK, je te laisse aller. Un mot en terminant sur les prochains adversaires. Là, il y a Winnipeg à Laval en fin de semaine, mercredi, puis après ça, un voyage sur la route en fin de semaine. On voit ça comment, le Moose du Manitoba. On les a quand même vus, nous, à plusieurs reprises l'année passée. Mais c'est une équipe qui a changé d'entraîneur aussi, qui peut-être ne joue pas de la même façon. Là. Oui, effectivement, on a regardé un petit peu hier, le match était avant le nôtre, fait qu'on
regarder un aperçu de ce qui s'en vient. Écoute, on a des petites choses de toute façon qu'il faut adresser avec notre club. En début de saison, c'est ce qu'il faut faire, c'est les détails de notre game qu'il faut mettre en place avec constance. Alors, un bon petit match mercredi à la maison, ça va être intéressant. Et puis, un petit retour aux États-Unis, ça va être aussi intéressant en allant en Providence en fin de semaine. Alors, on a une bonne semaine devant nous. Est-ce qu'on est chanceux parce qu'on a le temps de pratiquer et puis remettre certaines choses en place. Alors, je pense que ça devrait être intéressant comme semaine. Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. C'est très apprécié. Bonne saison. On aura l'occasion sûrement de reparler. Puis 1000 matchs junior majeur, pense-y. Vous êtes 5-6 à avoir fait ça, pas plus. Là. Très heureux de mon parcours. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, salut. Salut. Voilà donc cet entretien avec Martin Laperrière. Je faisais référence à 2008 dans l'entretien. C'est la fameuse année là, où Patrick Roy avait été suspendu pendant les séries éliminatoires à la suite là, de la fameuse bagarre mêlée générale à Chicoutimi. Martin Laperrière était venu en relève et les Remparts avaient remporté cette fameuse série historique contre les Saguenayens de Chicoutimi. Nouvelle du Rocket, justement, on vient d'apprendre là, au moment où on enregistre la balado-diffusion que le Rocket a cédé Cameron Ellis, un attaquant au Lion de Trois-Rivières, donc un deuxième non québécois, si on veut, là, avec l'équipe après Arsène Issamoudinov. Donc, Ellis devrait jouer jeudi le match d'ouverture des Lions à Trois-Rivières. On avait 25 joueurs dans l'alignement, on cède Ellis, donc il en reste encore 24, 14 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens. On parle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant, c'était le 3e week-end d'activité. Peut-être tout de suite mentionner le joueur par excellence de la dernière semaine, le vétéran de 20 ans, Félix Lafrance des Saguenayens de Chicoutimi, qui en 3 matchs a récolté 6 buts et 2 mentions d'aide pour 8 points. Les Sags qui ont 4 joueurs de 20 ans en ce moment. Alors, est-ce qu'on a mis la France dans la vitrine en fin de semaine pour peut-être envisager une transaction? Il y a un surplus de joueurs de 20 ans avec les Sags. Il y avait un surplus de joueurs de 20 ans également à Victoriaville, où les Tigres ont finalement cédé l'attaquant Brooklyn Kalmikoff aux Wildcats de Moncton, avec le retour du défenseur Vincent Sévigny du camp des Sénateurs de Belleville. Donc, Kalmikoff était le 4e joueur de 20 ans. On l'a cédé à Moncton. Et du côté de Moncton, on avait une place pour un joueur de 20 ans parce que Philippe Daou est toujours avec les Sénateurs de Belleville. On l'a vu en fin de semaine contre le Rocket. On attendait du côté de Moncton le retour de Philippe Daou. Peut-être ne reviendra-t-il pas. On verra. Chose certaine, Kalmikoff est maintenant un membre des Wildcats. D'ailleurs, il a marqué en fin de semaine à son premier match à Moncton. Si on fait le tour un peu de ce qui se passe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en faisant le tour équipe par équipe, comme j'aime le faire, du côté de l'Armada de Blainville-Boisbriand, ça allait bien. On a signé une 6e victoire de suite. J'étais là mercredi dernier, justement, contre les Tigres de Victoriaville. Mais l'équipe de Boisbriand a subi 2 défaites en fin de semaine, dont une sévère raclée hier après-midi, 10-2 à la maison contre l'Océanique de Rimouski. Ça, c'est jamais agréable de se faire compter 10 buts devant ses partisans. C'est ce que l'Armada a vécu hier. Alors, l'Océanique a été très solide. Les Huskies de Rouyn-Noranda sont en panne sèche, 5 défaites de suite. On a marqué que 8 buts lors des 5 derniers matchs. On le sait, c'est une des équipes les plus jeunes de la Ligue cette année. Les Huskies qui ont 11 ou 12 joueurs de 17 ans et toujours pas de nouvelles de Danila Klimovic, qui est demeuré pour l'instant dans la Ligue américaine, lui qui avait une possibilité de se joindre aux Huskies cette année. Il a été un choix de 2e ronde des Canucks de Vancouver. À Gatineau, c'est un petit peu difficile également. Une seule victoire en 6 matchs depuis le début de la saison. On a de la difficulté à marquer des buts. J'ai l'impression que les choses vont finir par se replacer, mais c'est un petit peu difficile en ce moment pour les Olympiques. Du côté du Phoenix de Sherbrooke, là, ça va bien. Après avoir subi la défaite à ses 2 premiers matchs, le Phoenix vient de coller 5 victoires de suite, dont 3 à l'étranger dans ce voyage dans l'Est du Québec, à Rimouski mercredi, à Bécomo vendredi et à Chicoutimi samedi. Le Phoenix qui a salué l'arrivée du gardien russe Ivan Zigalov, qu'on attendait avec impatience du côté de Sherbrooke. Il n'a pas fait de miracle, mais l'équipe a gagné 3 matchs depuis qu'il est avec la formation. David Spacek va également très bien, le défenseur européen, le fils de l'ancien défenseur du Canadien Yaroslav Spacek, qui s'aligne avec le Phoenix de Sherbrooke. On va en reparler un petit peu plus tard. Avec le Phoenix également, Joshua Roy, je vais y revenir parce qu'on va réaliser une entrevue avec lui. On a réalisé, une entrevue avec lui un petit peu plus tôt ce matin. Il est au premier rang des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec avec 15 points.
À Drummondville, ça va quand même bien pour les Voltigeurs et je veux souligner le point, ça c'est quand même une journée familiale assez intéressante. Vendredi soir, le gardien de but des Voltigeurs, Riley Mercer, a réalisé son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. Et en même temps, son frère aîné, Dawson Mercer, récoltait son premier point dans la Ligue nationale avec les Devils du New Jersey. Alors, dans la même soirée, vendredi, là, les deux fils Mercer, originaires de Terre-Neuve, ont connu de bons moments, chacun à leur niveau. Les Tigres de Victoriaville, c'est l'équipe qui est peut-être la plus en panne sèche présentement depuis l'annonce de la suspension là, des deux joueurs là, dans cette affaire d'agression sexuelle. Les Tigres ont 5 défaites en 5 matchs. Ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs et là, ils n'ont marqué que 5 buts à leurs 5 derniers matchs. Et ils ont été obligés d'échanger, comme je le disais, Brooklyn Kalmikov, qui était leur meilleur buteur, parce qu'on avait un joueur de 20 ans de trop. On a décidé d'y aller du côté de Victoriaville avec la défensive, de garder Vincent Sévigny comme défenseur, ce qui est tout à fait normal. Alors, du côté des Tigres, là, on va essayer de se concentrer à gagner des matchs à bas pointage, mais c'est certain qu'en attaque, là, ça va être un petit peu plus difficile pour les Tigres de Victoriaville là, au cours des prochains matchs. Les Remparts de Québec, un voyage parfait en Abitibi, 3 victoires en 3 matchs, 2 contre les Huskies et 1 contre les Foreurs. Il y a le gardien William Rousseau qui va très bien. Il a eu 2 départs depuis le début de la saison. Il a signé 2 jeux blancs. 23 arrêts la semaine dernière à la maison dans un premier match et 32 en fin de semaine contre les Huskies samedi. Donc 55 arrêts depuis le début de la saison en 2 matchs. Moyenne de taux d'efficacité de 1000 pour le jeune gardien Rousseau. Les Remparts, finalement, ont perdu leur premier match de la saison. Et depuis, ça roule assez bien. Et merci pour les Remparts. Je parlais de l'Océanique, qui a gagné également un gros match 10-2 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les jeunes qui commencent à prendre leur place, les Maxime Coursol et compagnie. Pécomo, on s'en attendait, un petit peu plus difficile, 4 défaites de suite. On a de la difficulté à aller chercher les victoires. On n'a pas encore gagné à la régulière du côté du Drakkar. Une seule victoire qui a été acquise en tir de barrage. Les Saguenayens, 2 jeux blancs en 3 matchs. Oui, on a perdu samedi contre Sherbrooke, mais on est allé chercher quand même des jeux blancs vendredi et dimanche avec les 2 gardiens, Litvinov et Louchard. Les 2 ont réalisé le jeu blanc. Dans les maritimes, il y a des équipes qui vont bien, il y en a d'autres que c'est plus difficile. Le Titan Acadie Batters demeure la seule équipe à ne pas avoir perdu à la régulière depuis le début de la saison. 6 victoires et 1 défaite en bris d'égalité. Toujours privé des services d'Hendrix Lapierre, qui est toujours avec les Capitals de Washington. D'ailleurs, Hendrix a marqué son premier but à son premier match. Je pense que tout le monde a vu la séquence la semaine dernière. C'est assez spectaculaire ce que Lapierre a réussi pour ce premier but à son premier match, dans le même match où Alexander Ovechkin a devancé Marcel Dionne dans la colonne des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue nationale. Les Mooseheads, 3 victoires de suite, ça va bien. Les Islanders de Charlottetown, un petit peu plus difficile, 4 revers consécutifs. Les Sea Dogs de Saint John, encore, on peut parler d'un début de saison difficile, seulement 2 victoires en 7 matchs. Il y a le défenseur Jérémy Poirier qui a réussi un tour du chapeau là, pour aider les Sea Dogs à aller chercher cette deuxième victoire en fin de semaine. Et les Eagles du Cap-Breton ont joué 8 matchs jusqu'ici. 6 des 8 matchs sont allés en bris d'égalité. 3 en tir de barrage, 3 en prolongation. Le Cap-Breton qui fait donc du temps supplémentaire depuis le début de la saison. Et les Wildcats de Moncton, c'est un début un peu comme on s'y attendait, là, une fiche tout près de 500. Je parlais d'Hendrix Lapierre, il fait partie d'une liste de 89 joueurs, des anciens de la Ligue junior majeure du Québec au sein des 32 formations de la Ligue nationale de hockey en ce début de saison. Hendrix est évidemment le plus jeune, il est le seul là, parmi les 11 joueurs de moins de 20 ans. Au moment où on se parle, là, il y a 11 joueurs de moins de 20 ans, donc d'âge junior, des joueurs qui sont admissibles à jouer le championnat du monde de hockey junior de cette année, qui sont avec des formations de la Ligue nationale. Il y en a un seul du Québec, c'est Hendrix Lapierre. Oui, il y a des joueurs de 20 ans là, qui pourraient revenir. Là, on pense je vous ai parlé tantôt de Philippe Daoud du côté de Moncton qui est avec les Sénateurs de Belleville. Il y en a d'autres là, qui sont dans la Ligue américaine présentement, mais comme ils ont 20 ans, on ne peut jamais jurer de rien. Mais à 19 ans, tu n'as pas le droit d'aller dans la Ligue américaine, sauf pour une période de remise en forme à la suite d'une blessure. Alors, il faudra surveiller là, ce que les Capitals vont faire dans ce dossier avec Hendrix Lapierre. Mais le Titan Acadie Batters, un très bon début de saison sans la présence de Lapierre. Alors, c'est de bon augure.
Je vous parlais de Joshua Roy un petit peu plus tôt. Il a 15 points en 7 matchs depuis le début de la saison. Il avait connu quand même un bon camp avec le Canadien de Montréal. Et on a fait un petit appel conférence ce matin du côté de Sherbrooke pour faire un brin de jasette avec celui qui est avec le Phoenix pour une première saison complète, cet ancien des Sea Dogs de Saint John. Voici donc Joshua Roy. Je le disais en début d'émission, notre invité, c'est le meilleur pointeur de la Ligue junior majeure du Québec en ce début de saison, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. Ça sonne comment quand je dis ça, meilleur pointeur de la Ligue junior majeure du Québec en début de saison, Josh? Ben, c'est sûr que c'est le fun. Écoute, notre ligne, surtout, on joue super bien depuis quelques games. Fait que, je pense qu'avec Parent et Julien Actiel, je pense que je ne pourrais pas être le premier pointeur sans eux. Fait que, je pense que ça va super bien. Là. En quoi c'est important là, de faire un statement en début de saison puis de bien commencer? Vous avez perdu 2 matchs, mais après ça, depuis, là, c'est 5 victoires, puis vous avez la meilleure attaque de la Ligue en ce moment. Ouais, ben, écoute, je pense que toujours avoir un bon début de saison, ça va être tout le temps pour le reste. Je pense qu'on est dans le top 5 facile. Fait que je pense que c'est juste bon pour nous. Puis écoute, on va continuer sur notre lancée parce on joue super bien récemment. Fait que on va continuer de même. Toi, personnellement, tu as dit des choses là, que tu voulais démontrer certaines choses cette année, peut-être, parce qu'il y en a qui ont eu des commentaires peut-être moins agréables à entendre sur toi. Je pense que là, tu as bien commencé. Là. Ouais, ben, je pense que j'ai eu un bon camp à Montréal. Fait que je suis revenu avec une mentalité que je voulais continuer sur ce lancer-là. Puis, je pense que j'ai un super de bon début de saison. Fait que je vais continuer comme ça va super bien. Là. Qu'est-ce que ça change d'être un choix de repêchage du Canadien depuis que tu as commencé la saison, depuis l'été dernier même? Là, en quoi ça change la vie d'un joueur de hockey et d'un gars de 18 ans? Ben, tu sais, moi, je me mets pas trop. Je me mets pas trop la tête à ça. Écoute, c'est pas quelque chose que je contrôle bien les médias puis tous les trucs qui viennent avec. Tu sais, je me concentre sur les choses que je peux contrôler, puis c'est pas quelque chose que je peux contrôler, fait que je m'en préoccupe pas trop. Tu as parlé de tes compagnons de trio tantôt, mais je regarde, écoute, je vous ai vu seulement un match à la télé à venir depuis le début de la saison, mais je pense que David Spacek, ça apporte aussi beaucoup en défensive. Là, c'est un gars qui s'est bien adapté. Là, Ouais, vraiment, écoute, ça, il est arrivé, on a tout de suite vu que ça allait être un défenseur important au sein de notre équipe. Puis il est en train de le prouver, écoute, sur tout son lancer en power play, écoute, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois qu'il shot, c'est une chance de scorer. Fait que, ça nous aide énormément pour nos défensives. L'an passé, toute la saison, on va oublier le dossier là, de la transaction Saint-Jean-de-Sherbrooke, mais toute la saison, tu pensais, veux pas, au repêchage. Tu sais, c'était dans le derrière de ta tête, tout le monde t'en parlait. Là, une fois que c'est fait, ça, comment c'est cette année? Là? C'est de te concentrer à quoi? As-tu des objectifs personnels? Ben, c'est sûr que, écoute, l'année passée, il y avait une petite pression, veux pas. Mais écoute, cette année, je joue ma game, puis écoute, je veux juste avoir des bonnes performances. Je ne me mets pas d'objectif de points, mais peu importe. C'est juste d'avoir des bonnes performances, puis le succès va venir, c'est sûr. Là. Moi, ça fait longtemps que je couvre la Ligue, puis souvent, puis les entraîneurs le disent aussi, quand les jeunes reviennent du camp d'entraînement, puis ils reviennent juniors, il y a une période où on dirait qu'on n'est peut-être pas là encore, qu'on flotte un peu encore sur le rêve d'avoir côtoyé les gars de la Ligue nationale, puis tout ça. Vous êtes quelques-uns à Sherbrooke là, qui ont vécu ça. Comment toi, ça s'est passé pour ça? Là? Ben, je te dirais que ma première fin de semaine, ça l'a moins bien été. C'est vraiment différent, le jeu est différent. Mais je suis tout de suite revenu, puis l'autre semaine d'après, puis écoute, tout était revenu normal. Écoute, c'est juste une petite période d'adaptation, puis après ça, c'est correct. Là. Ça dépend de tout le monde comment c'est long, mais moi, pour mon cas, ça a été pas mal d'une semaine. L'an passé, c'est une saison, il y a eu la transaction, il y a eu la COVID. As-tu l'impression là, que cette année, vraiment, pour la première fois, tu vas jouer une saison junior régulière là, où on espère qu'il n'y aura pas d'anicroche, puis tout ça, puis qu'on ne sera pas dans des bulles, puis tout ça? Là? Ouais, écoute, on est super contents. Écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué devant des fans. Fait que ça fait juste du bien. Puis écoute, c'est le fun. Là. Ça faisait longtemps. Quand tu as été retranché par le Canadien, qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Ben, on m'a dit que je retournais junior, puis que c'était pas parce que j'avais eu des mauvais. C'était pas parce que j'avais mal joué ou whatever. Écoute, je pense que je m'en attendais aussi. Je me disais, c'était pas mal sûr que j'allais partir dans ces coins-là. Je savais juste pas quand. J'aurais aimé ça jouer la game hors concours le lendemain, mais écoute,
ils vont travailler fort puis pour l'année prochaine. Mais il était super content de ce qu'il avait vu. Puis qu'il y avait encore des choses qu'il fallait que je travaille, mais qu'il avait aimé ce qu'il avait vu de moi au camp. Les participer à l'équipe Canada Junior, souvent on dit que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Tu as 18 cette année, mais tu as des bonnes statistiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le derrière de ta tête? Est-ce que ça fait partie des objectifs de la saison? Ben, c'est sûr que c'est un objectif. Écoute, je vais travailler fort, puis si j'ai à être invité, je vais être invité, puis je vais être super heureux. Mais c'est un objectif, mais en même temps, non. Je veux juste travailler fort, puis si j'ai à être invité, je vais être invité. Là. Tu as l'impression que le Phoenix, on a tourné le coin un peu cette année là, avec le début de saison qu'on a. Ça a été plus difficile l'an passé après la merveilleuse saison qui s'est finie en queue de poisson pour eux il y a 2 ans. Est-ce que tu as l'impression que c'est cette année où on pense encore peut-être un petit peu plus à l'an prochain quand toi tu auras 19 ans notamment? Ben, écoute, je pense que c'était prévu pour l'année prochaine, mais je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de faire un bon bout cette année. Fait que je pense qu'on va continuer de même pour avant les fêtes, puis on va voir s'il y a des échanges à faire, puis on va voir pour le reste. Mais je pense qu'on est capable, on l'a prouvé justement dans les 5 dernières games qu'on est capable de pouvoir y aller pour la Coupe cette année. Parce qu'il reste que dans l'Est, en ce moment, dans l'Ouest, pardon, en ce moment, c'est assez ouvert. Là, je veux dire, on va se dire qu'il y a peut-être des meilleures équipes de l'autre côté. Alors, pour vous autres, oui, il y a les Cataractes de Shawinigan qu'on pense qu'ils ont une bonne équipe, là, mais il reste que la possibilité est là. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, je pense que cette année, les Maritimes sont un peu plus forts, mais je pense qu'on va être capable de rivaliser contre eux. Puis ça va juste être le fun de pouvoir, quand on va jouer contre eux, de pouvoir se comparer justement, puis voir vraiment si on est capable. Mais je suis certain qu'écoute, on va être de calibre. Là. Tu sembles un gars heureux à Sherbrooke depuis l'an passé, mais quand tu as vu que les Sea Dogs ont obtenu la présentation du tournoi de la Coupe Memorial, est-ce que tu as eu un petit pincement où tu t'es dit ben, c'est en arrière de moi? Puis, Non, écoute, c'est en arrière de moi, puis je suis super heureux de mon échange. Écoute, je ne pouvais pas demander mieux qu'être à Sherbrooke, puis tout va bien. Écoute, fait que je suis super heureux. Là. Ben, écoute, on va te souhaiter que ça va se poursuivre pour toi, Joshua. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, puis bonne continuité. On va se croiser bientôt dans les arénas. Yes, un gros merci. Là, donc, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, premier marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec après 3 semaines d'activité. Il appartient aux Canadiens de Montréal. On l'a sélectionné cet été lors de la séance de sélection des joueurs de la Ligue nationale. Avant de poursuivre avec la ECHL, Jimmy Huntington, un Québécois, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été choisi joueur par excellence de la première semaine d'activité dans la Ligue américaine. Il a récolté 4 buts en 2 matchs. Huntington s'aligne avec le Crunch de Syracuse, dirigé par Benoît Gros. Donc, bonne nouvelle pour cet autre ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, qui a connu un bon départ dans la Ligue américaine. On en parlait en début d'émission, la ECHL. Certains se disent, qu'est-ce que c'est que cette ligue? Ça s'appelait auparavant, de là l'expression ECHL, East Coast Hockey League. Ça a été créé en 88-89, donc c'est un circuit qui est quand même assez jeune. On parle d'une trentaine d'années. À l'époque, il y avait seulement que des formations là, dans l'Est des États-Unis. C'est une ligue qui est partie de façon modeste, 5-6 équipes. Et on appelait ça, les joueurs, l'expression, c'est je viens d'être retourné dans la coast. C'est comme ça qu'on appelait ça, aller jouer dans la coast. En 2002-2003, la East Coast Hockey League a pris de l'expansion. On a eu à certains moments même des équipes jusqu'en Alaska. Alors évidemment, le mot East Coast Hockey League ne s'appliquait plus vraiment, sauf qu'on a voulu garder les initiales ECHL. Alors ça crée un peu de confusion. Il y a encore des gens qui appellent ça la East Coast Hockey League, mais le vrai nom, c'est la Premier AA League et les initiales de la Ligue, c'est la ECHL. Et pour la première fois de l'histoire, la ECHL va compter une formation en sol québécois, soit les Lions de Trois-Rivières, qui sont affiliés avec le Canadien de Montréal et le Rocket de Laval. Car la plupart des équipes de cette nouvelle, pas de cette nouvelle, mais de cette Ligue ECHL, ont des affiliations avec les équipes de la Ligue américaine et par conséquent des équipes de la Ligue nationale. On en a parlé à quelques fois lors de nos balados l'an dernier. On a fait des entrevues avec Mark Whiteman, notamment avec Marc-André Bergeron. Et aujourd'hui, on va découvrir un peu cette équipe à travers l'entraîneur-chef Éric Bélanger, notre ancien collègue à RDS. Jeudi, il va diriger son premier match au niveau professionnel, lui qui était à la barre des Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3 au cours des 2 dernières années, même si l'an passé, on le sait, il n'y a pas eu beaucoup là, de hockey dans les rangs midget, pour ne pas dire pas du tout.
C'est une formation presque exclusivement québécoise. Au moment où on a réalisé l'entrevue hier, il y avait Arsène Issamoudinov, là, qui appartient aux Canadiens, qui a été cédé. Et là, on vient d'apprendre, comme je le disais un petit peu plus tôt, que Cameron Ellis, qu'on a vu brièvement avec le Rocket de Laval l'an passé, va aussi joindre les rangs des Lions de Trois-Rivières pour le premier match de jeudi. On va jouer contre les Growlers de Newfoundland ou de Saint-Jean-Terre-Neuve, si on veut, qui est l'autre formation canadienne dans cette ligue ECHL. Il y a quelques années, il y avait une formation à Brampton également, dont le Canadien se servait pour envoyer quelques joueurs là-bas, le Beast de Brampton. Cette formation n'existe plus. C'est une ligue qui a beaucoup de mouvements. C'est une ligue qui est la troisième, si on veut, en importance en Amérique du Nord après la Ligue nationale et la Ligue américaine. Moi, ce que j'aime de cette formation de Trois-Rivières, c'est que ça va donner la chance à beaucoup de joueurs qui terminent leur stage junior et qui n'ont peut-être pas l'opportunité de jouer tout de suite dans la Ligue américaine, de se rendre dans cette formation qui va jouer dans un amphithéâtre flambant neuf à Trois-Rivières. Et dites-vous aussi que plusieurs joueurs, quand même, ont passé par cette ligue-là pour se rendre dans la Ligue américaine et se rendre éventuellement dans la Ligue nationale. On pense à David Desharnais, on pense à Alexandre Burrows. Il y a plein d'exemples de joueurs qui ont fait ce parcours-là. Donc, voici cet entretien qu'on a réalisé hier avec Éric Bélanger des Lions de Trois-Rivières. Vous avez dit qu'on s'entretiendrait avec l'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, cette formation qui va débuter ses activités officiellement jeudi soir en Mauricie, Éric Bélanger. Éric, premièrement, merci d'être là. J'imagine qu'il y a de la fébrilité là, dans l'air avec ce début de saison-là. Là. Oui, vraiment. Disons qu'avec le Canadien qui a commencé, le Rocket de Laval qui a commencé, nous, on est la troisième ligue là, à débuter notre saison le jeudi le 21. Donc, oui, on est excités. L'aréna va être pleine avec le passage de la COVID à travers tout ça. De mon côté, et plusieurs joueurs qui n'ont pas joué devant les partisans. J'ai deux, trois joueurs qui ont gagné la Coupe Kelly l'année passée à Fort Wayne, qui n'ont pas pu avoir tant de partisans que ça. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de fébrilité dans la ville de Trois-Rivières. Nos joueurs sont excités, sont tannés de pratiquer, honnêtement. Ils ont hâte de jouer des vrais matchs. On n'a pas pu avoir de match préparatoire là, pour préparer notre plan de match, notre système de jeu. Donc, je pense que ça va être un début de saison, essai-erreur, mais on est très excités. Puis je vais avoir une équipe pratiquement seulement de Québécois. Donc, j'ai hâte de voir le produit sur la glace. Éric, les gens au Québec, la ECHL, ça ne dit pas grand-chose. Puis même, on a gardé l'appellation ECHL pour East Coast Hockey League, mais on ne veut plus utiliser ce mot-là parce que c'est plus seulement la East Coast comme ça a déjà été dans le temps. Ce produit-là, Éric, comment c'est? Là? Tu travailles avec les gars, tu connais évidemment un petit peu plus dans quoi tu t'embarques. Parle-nous du produit un peu. Écoute, je pense que les gens vont être très, très surpris du calibre de jeu de cette ligue-là. Moi, premièrement, depuis l'arrivée de plusieurs joueurs du Rocket de Laval qui sont à contrat à 2 volets, le niveau de jeu là, depuis le pré-camp, le début du camp et depuis l'arrivée de certains joueurs est vraiment bon. On a beaucoup de joueurs d'avant avec du talent offensif. On a des gros défenseurs, 2 gardiens de but, Poulain et Desrosiers. C'est des gardiens techniquement qui pourraient garder les buts dans la ligne américaine n'importe quand. Donc, c'est pas la ligue de dans le temps où il va y avoir 7-8 combats par soir. C'est des joueurs de hockey qui sont contents d'être payés pour jouer au hockey, avoir leur passion, en espérant pouvoir retourner dans la ligne américaine. Mais je n'ai pas vraiment senti de réticence de ce côté-là de nos joueurs. Je n'ai pas vu de gars frustrés ou qui faisaient la baboune d'être redescendus avec les Lions. Je pense qu'ils voient qu'on est une organisation qui veut les traiter comme des professionnels. Puis je pense qu'ils comprennent qu'en ayant du succès, puis en gagnant, puis en mettant des points sur le tableau, ça va les aider à monter au prochain niveau. Donc, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai vu quelque chose de négatif, mais les gens vont adorer le calibre. Il y a des très, très bons joueurs de hockey. Passer du midget 3A au CHL, c'est quand même pas le même genre de situation. Là, on parle avec le midget 3A, des pensions, de l'école, puis tout ça. Là, c'est plus quelque chose que tu as vraiment à t'occuper. C'est vraiment du professionnel, puis gagner sa vie en jouant au hockey. Oui, mais je te dirais, Stéphane, honnêtement, là, nous, on part à zéro l'organisation. Hein. Donc, je suis arrivé il y a une semaine et demie, 2 semaines. Là. J'avais même pas un crayon, j'avais même pas une feuille, j'avais même pas de poubelle dans mon bureau. Parti au bureau, en gros, j'étais allé magasiner toutes nos choses qu'on avait besoin. Fait j'ai touché à des choses que normalement, on n'a pas besoin de toucher comme entraîneur, mais ça fait partie de la CHL. C'est sûr qu'on n'a pas le staff d'une équipe de la Ligue nationale, mais c'est différent. J'arrive au bureau très tôt le matin, 7h30, 8h, puis on part à 4-5 heures. On a beaucoup de choses à voir.
Là, il faut intégrer le système. J'essaie de faire du vidéo. La chambre qu'on va occuper cette saison est encore en construction pour qu'on l'aille au début de la saison. Fait que, il y a beaucoup de choses dérangeantes en ce moment qui fait que nos joueurs sont prêts à utiliser la chambre, mais ça va être prêt au début de la saison. Donc, j'ai vraiment hâte là, que tout soit fait, qu'on ait les signes des Lions, ces murs, et puis qu'on puisse jouer notre premier match pour passer à d'autres choses et vraiment commencer à jouer du vrai hockey. Éric, Jean-François Houle, la semaine dernière, me disait notre style de jeu s'apparente beaucoup à celui du Canadien parce que si on veut que les joueurs soient prêts à monter, est-ce que toi, c'est la même chose? Est-ce qu'il faut que tu t'adaptes au Rocket ou tu peux faire un petit peu plus ce que tu veux? Bien, jusqu'à maintenant, je fais pas mal plus que ce que je veux. J'ai eu des conversations avec Jean-François. J'ai regardé les matchs du Canadien, j'ai regardé le match du Rocket. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans nos systèmes de jeu. Il y a peut-être 2-3 affaires là, qui sont différentes que j'aime jouer avec mes joueurs d'avant qui partent peut-être un petit peu plus vite sur l'attaque. Mais à part de ça, 90% des systèmes de jeu dans le hockey, ça ressemble beaucoup. Mais moi, il y a des petits points que je suis différent dans la façon de jouer. Je pense que les joueurs professionnels arrivent, puis je n'ai pas besoin de répéter 14 fois lorsque je fais un ajustement. Les joueurs sont réceptifs, ils comprennent, il y a un dialogue. Puis le hockey d'aujourd'hui, les joueurs vont vraiment être intégrés dans les décisions du système de jeu. On en a fait beaucoup dans les derniers jours, on va en faire. Il nous reste 3 jours de pratique, lundi, mardi, mercredi, pour se préparer. Il faut que je vois l'attaque à 5, le désavantage numérique, le 4 contre 4, le 6 contre 5. On a tellement de stock à voir. Puis des fois, on a l'impression qu'on a peur de manquer de quoi, mais à un moment donné, il faut que tu joues des matchs. Tu peux faire 5 millions de pratiques puis faire des systèmes de jeu à pu finir. Tant que tu ne joueras pas, tu ne feras pas des erreurs et des ajustements. Il n'y a rien qui peut refaire un match, qui peut avoir la même signification qu'un match. On s'entretient avec Éric Bélanger, l'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières. Éric, le développement, c'est une chose, mais on veut gagner aussi, là. Est-ce que c'est plus vrai encore dans la CHL que dans la Ligue américaine, cette phase-là? Là? Je pense que oui. Je pense que tu peux faire les deux. Je pense que développer dans un environnement gagnant, c'est la chose la plus fun à faire. Est-ce qu'on va avoir des moments difficiles? C'est sûr. Toutes les équipes passent à travers de ça. La seule chose dans la ECHL, c'est qu'on habille seulement 18 joueurs. Donc, majoritairement, les matchs seront avec seulement 10 joueurs d'avant et 6 défenseurs. Donc, de ce côté-là, c'est plus difficile. Tu ne peux pas dire je vais rouler 4 lignes ou s'il y en a un qui dort un peu sur le premier, deuxième, troisième trio, je peux le changer. J'ai seulement un joueur. Il faut que je sois mon 10e joueur. Il faut que je sois capable de le mettre dans une situation aussi où je ne veux pas chambouler trop mes trios. Donc, même moi, là-dedans, les joueurs, on a des ajustements à faire. En ce moment, on a 11 joueurs d'avant. Est-ce que Laval vont nous en renvoyer d'autres? On a vu Ryan Peeling s'est blessé hier. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont monter, qui vont descendre, les blessés. Donc, la ECHL, c'est au jour le jour. Demain, je vais peut-être avoir 11 avant, puis dans 2 jours, je vais peut-être en avoir 14. Fait, c'est toujours de s'ajuster et d'être sûr que les joueurs savent sur quel pied danser, qu'ils soient dans l'alignement ou pas. Puis lorsqu'ils vont être dans l'alignement, c'est de rester et faire tout en leur possible pour que j'aille pas à les ressortir. Je regardais l'alignement du Rocket, puis je me souviens des conversations que j'avais eues avec Mark Whiteman, le président de l'équipe, avec Marc-André Bergeron. C'est une équipe Québec, là. Il y a Arsène Issamoudinov qui est descendu, sauf erreur, c'est le seul qui ne vient pas du Québec. Ça se peut, c'est ça? C'est le seul qui ne parle pas français dans la chambre. Pas beaucoup d'anglais non plus. Ouais. Donc, j'ai eu des conversations avec. Je crois qu'il comprend quand même assez bien. S'il ne comprend pas, mais il est très, très bon à le cacher. Mais honnêtement, c'est un super bon joueur de hockey. On l'a mis. Nous, il faut que les joueurs soient logés. Donc, on l'a mis dans un appartement avec Cédric Desruisseaux et Justin Ducharme. J'ai parlé à plusieurs de mes vétérans qui essaient de l'intégrer le plus possible. Parce que c'est pas évident. Là. Moi, j'étais allé jouer dans la KHL. Je sais comment c'est d'être dans un autre pays. Le jeune, il est tout seul au monde, ne comprend pas beaucoup l'anglais. Fait que je coachais en français jusqu'à son arrivée. Donc, présentement, tout est en anglais pour que son adaptation soit le plus facile possible, mais je veux que les joueurs l'intègrent, je veux qu'il fasse partie de l'équipe. Puis à la date, honnêtement, je suis vraiment surpris de son intégration. Il a de l'air d'avoir du fun, puis il a beaucoup de talent.
Je regardais votre calendrier, Éric, j'ai passé ça, là, j'ai analysé ça un petit peu. Là. 16 matchs Terre-Neuve, 15 matchs Le Maine, 12 matchs Reading, 10 matchs Worcester. Vous jouez 60 des 72 matchs, donc on compte à peu près 5 équipes. As-tu l'impression que ça peut être quelque chose qui va peut-être emmener un peu de monotonie? Tu sais, on a vu ce qui s'est passé avec la fameuse division canadienne l'an passé, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. C'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est la réalité de la ECHL. Là. Ben, j'espère que ça ne créera pas de la monotonie. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on joue contre toutes les autres équipes de la Ligue. Écoute, on n'a pas le budget dans l'équipe de la Ligue nationale. Aller jouer à Utah, au Utah, c'est loin, il faut prendre l'avion. Le budget ne sont pas les mêmes. Mais oui, j'espère qu'au contraire, ça peut créer de la rivalité. Si on commence nos 3 premiers matchs contre les Growlers de Newfoundland, est-ce que à un moment donné, ça peut venir qu'à brasser et créer un petit peu d'aminosité dans nos parties. Je l'espère, mais dans un monde idéal, c'est certain que j'aurais aimé ça, jouer contre toutes les équipes de la Ligue, voir on se situe où. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu te prépares, tu as besoin de faire des ajustements. Tu joues toujours contre les mêmes équipes, tu vois les mêmes joueurs, tu vois les mêmes systèmes de jeu. Fait ça, dans le coaching aussi, ça va être un petit peu plus difficile. Je crois qu'il va y avoir beaucoup plus d'ajustements que si tu jouais contre les autres équipes de la Ligue ou ce que tu les vois moins souvent. Il va falloir sortir de notre zone de confort de ce côté-là aussi. Est-ce que tu as une idée de la façon la plus, je vais dire, honnête possible? Les draveurs, les Lions de Trois-Rivières sont où, selon toi, dans la ECHL en ce moment? Est-ce que tu es capable de répondre à ça? J'ai fait beaucoup de vidéos lorsqu'on était dans le recrutement de nos joueurs. Donc, je voyais des matchs. J'ai regardé plusieurs matchs des séries éliminatoires l'année passée lorsque Fort Wayne a remporté. Je te dirais de toutes les informations que j'ai pu avoir, de ce que j'ai vu dans mon scouting, je pense qu'on devrait être une des bonnes équipes de la Ligue, je crois. Je l'espère, puis c'est notre but. Je te donne un exemple. Je pense qu'on a 9 joueurs qui sont avec des contrats à 2 volets avec le Rocket de Laval. Les Growlers, ils en ont 12 avec l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Je crois que nous, avec les Growlers et les autres équipes, on est 3-4 équipes qui en ont 8 et 9. Je pense que le fait que tu aies le plus de joueurs possible avec des contrats à 2 volets te permet de signer des agents libres et de les payer plus parce que lorsque nous, on a un joueur à 2 volets, on le paye seulement 525 sur notre masse salariale. On a une masse salariale de 13 900 ou 13 800 US par semaine. Fait que il y a toute la gérance monétaire à avoir là-dedans, mais le plus de joueurs que les équipes ont avec des contrats à 2 volets, normalement, historiquement, ces équipes-là ont de meilleures formations et souvent remportent la Coupe Kelly. En tout cas, c'est un produit qu'on va découvrir tous ensemble à compter de cette semaine. J'ai envie de te laisser comme dernière question. Là. Ça devrait être quoi le premier trio d'équipe jeudi là, pour ceux qui vont se présenter? As-tu une idée de qui va être sur la glace? J'en essaie beaucoup en ce moment. Je te dirais que j'ai 3 trios en ce moment qui peuvent être un premier trio dans plusieurs équipes de la Ligue. J'ai essayé Abondonato avec Archambault et Saint-Amand. J'ai beaucoup aimé ce trio-là. J'ai Nellis avec Nantel et Arsène. Je ne suis pas capable de dire son dernier nom encore, je l'appelle Arsène. On a un gars comme Montmigny qui est un joueur très, très honnête, agressif, qui fait les bonnes choses. On a Cédric Deruisseau, on a Alexis Daou, on a Justin Ducharme. Honnêtement, à l'attaque, j'ai vraiment les mains pleines, puis j'ai vraiment hâte de voir les combinaisons dans un vrai match. Éric, on va te souhaiter bonne chance. Jeudi, je vais aller faire un tour sans faute pour aller voir ça. Je n'ai jamais vu un match CHL de ma vie. J'en ai vu à la télé, mais jamais en personne. Alors, ça sera une première, puis les gens vont découvrir ça. Est-ce que tu t'ennuies des médias un peu? Est-ce que tu t'ennuies d'Onjaz, puis d'RDS, puis tout ça? Bien, je vous regarde souvent. Je suis encore en contact. Je parle souvent avec Martin Lemay, qui est devenu un de mes amis au cours des années. Puis, honnêtement, j'ai adoré les médias, mais le coaching, le day-to-day, l'adrénaline que ça me procure, ça me ramène un petit peu plus dans mes pantoufles d'anciens joueurs, mais les médias ont été pour moi de 9 belles années, puis on ne sait jamais ce que le futur nous réserve, mais j'ai adoré travailler avec les gens de RDS. Bien, merci beaucoup, Éric. On se voit jeudi sans faute, puis bonne chance aux Lions. Merci, Stéphane. On le rappelle, les Lions de Trois-Rivières qui vont faire leur début officiel dans l'ouverture de la nouvelle saison de la ECHL en recevant les Growlers de Terre-Neuve pour ce premier match, donc entre les 2 formations canadiennes de la ECHL. On aura l'occasion
d'en reparler la semaine prochaine. Il y a 3 matchs à Trois-Rivières au cours du week-end, jeudi, samedi et dimanche, entre les Lions et les Growlers. Ben voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter cette semaine. Résumé hebdomadaire sur la glace où on parle des jeunes espoirs, on parle des ligues juniors, on parle des espoirs justement qui s'en viennent lentement mais sûrement. Si je vous parlais maintenant un peu du calendrier de la semaine en ce qui concerne le Rocket, ben, mercredi, il y a un match qui sera présenté sur les ondes de RDS avec le Moose du Manitoba qui sera de passage au Centre Bell. Le Moose qui a divisé les honneurs des 2 matchs à Toronto en fin de semaine. Donc, va compléter son premier voyage de la saison avec un arrêt à Laval. Puis le week-end prochain, vendredi et samedi, le Rocket s'en va sur la route du côté de Providence et de Bridgeport. Donc, 2 matchs à l'étranger pour le Rocket la fin de semaine prochaine. On poursuit également notre couverture de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Beaucoup de questions en ce qui concerne la grille de diffusion des matchs de la LHJMQ sur les ondes de RDS. On sait qu'on a regagné les droits cette année de présenter les matchs de la LHJMQ. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va probablement être plus après les fêtes. Les matchs qu'on va présenter à RDS en direct, il va y avoir évidemment là, le championnat mondial de hockey junior, ça ne change pas. Là. Mais je parle du contrat avec la Ligue canadienne de hockey, la LHJMQ. Ça risque de commencer plus en janvier et s'échelonner là, comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que j'en sais présentement. Évidemment, avec le football de la NFL qu'on a sur nos ondes, les séries de baseball, les matchs canadiens, le Rocket, c'est très... la grille horaire est très surchargée en ce moment. Là. Alors, c'est difficile d'entrer des matchs additionnels au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lorsque le football de la NFL va être terminé en janvier, il y aura plus d'espace. On va respirer un petit peu mieux là, au niveau des présentations des matchs. Ben voilà, je vous laisse là-dessus en vous disant à la semaine prochaine. Je remercie Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci à mes invités, Éric Bélanger des Lions de Trois-Rivières, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke et Martin Laperrière du Rocket de Laval. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.